Bienvenue à tous et merci de vous être inscrits à notre webinaire. Donc, on va vous présenter notre équipe. Donc, moi, je suis Camille, une des deux fondatrices, infirmière en santé communautaire. Fanny, du coup, pareil, infirmière en santé communautaire et créatrice de la SBS Smile. Et à droite, vous avez notre collègue Cassandre, qui est également infirmière spécialisée en santé communautaire et qui me remplace pour le moment sur le terrain parce que je suis enceinte. Oh oh. Du coup, on commence par la dia obligatoire pour vous dire que dans ce sujet, nous n'avons pas de conflit d'intérêt, mais pour ceux que ça intéresse, savoir que notre financement principal provient de l'INAMI. Alors, du coup, aujourd'hui, on voulait mettre en avant la difficulté d'une prise en charge d'un public sans domicile fixe. En effet, on se rend compte que c'est un public qui est vraiment particulier, qui a difficilement accès aux soins de santé. Et donc, aujourd'hui, on vous propose d'analyser un peu les raisons du pourquoi ils ont justement tant de mal à accéder aux soins de santé et quelles sont les solutions qui existent pour eux. Le premier frein, en fait, qu'on a mis en évidence de par notre expérience, c'est le fait que les personnes sans-abri n'ont généralement pas de suivi par un médecin traitant et donc pas de personne qui va globaliser le suivi médical. En plus de ça, si jamais ils en ont un, c'est souvent un médecin généraliste qu'ils avaient de leur ancienne vie, on va dire, et donc ils se trouvent sur un territoire qui n'est pas proche de Liège, et donc c'est compliqué pour eux de s'y rendre. Et donc ils essaient de faire des consultations par téléphone, mais on va quand même, nous, dans nos missions, devoir rapidement changer pour avoir un médecin généraliste beaucoup plus proche de leur lieu de vie. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est ceux qui ont des médecins traitants ne savent pas en fait à quoi sert un médecin traitant. Et donc, on va souvent basculer dans un schéma où le médecin traitant va devenir un médecin prescripteur sans suivi qui permettra cette continuité des soins qu'on recherche tant. Un autre élément qu'on a pu identifier, c'est la stigmatisation et le fonctionnement des urgences. Donc, on se rend compte que notre public a évidemment cette peur des blouses blanches. Donc, le domaine médical leur fait fort peur. Et du coup, ils vont vraiment tarder avant de se rendre chez un médecin et chez les urgences, puisque du coup, ils vont jamais, ou rarement en tout cas, passer par la case médecin, puisque comme on le disait plus haut, ils ne comprennent pas l'intérêt d'un médecin généraliste. Et donc, ils vont attendre que leur état de santé se dégrade au point où ça devient compliqué pour eux de se mobiliser, puisque c'est vraiment l'élément déclencheur chez eux, c'est quand ils ne seront plus en mesure de se déplacer physiquement, qu'ils vont se dire, là, ça m'embête au quotidien, et donc je vais me rendre aux urgences, parce que pour moi, c'est une urgence de pouvoir me déplacer. Sauf qu'évidemment, aux urgences, souvent, c'est pas compatible. En tout cas, la vision de l'urgence n'est pas vue de la même façon. Et donc, ils sont recalés. Ce qui fait qu'ils vont être de nouveau, ils vont vivre une situation d'échec, ce qui va les refroidir à se présenter aux urgences une prochaine fois. Et donc, on rentre vraiment dans un cercle vicieux où on ne sait pas quel professionnel solliciter, ni à quel moment le faire. On parle aussi de manque de professionnels médicaux de première ligne, dans le sens où, comme on le dit, il n'y a pas de médecin traitant, on ne fait que passer par les urgences, mais il n'y a aucun intermédiaire, en fait, entre la rue et les urgences. Et donc, il n'y a pas cette personne qui va pouvoir juger est-ce que c'est urgent, est-ce que ça nécessite un traitement chronique. Et donc, c'est ce qu'on a voulu combler, qu'on vous expliquera via Smile. Et même au niveau de cette continuité des soins, si jamais il y a une hospitalisation qui se fait, il va y avoir donc un suivi durant l'hospitalisation et puis en fait, il n'y aura aucun relais une fois que la personne retournera en rue. Donc la personne, elle va se retrouver avec des documents post-op, un traitement à suivre, des rendez-vous à reprendre, des documents évidemment qu'elle va perdre ou qu'elle ne va pas comprendre. Et donc, on va vraiment avoir un suivi qui sera complètement annulé. Et donc, en fait, l'hospitalisation, on se rend compte qu'elle aura servi à rien, entre guillemets, puisque 2 semaines plus tard, on pourra recommencer à zéro puisque le problème de santé n'aura pas été traité jusqu'au bout. Et ça, c'est une difficulté qu'on rencontre aussi avec les hôpitaux, c'est que souvent, nos bénéficiaires sont mis dehors des hôpitaux au même titre qu'une personne qui a un domicile. Donc, ils vont sortir avec des soins infirmiers à faire 4 fois par jour, alors que concrètement, avec le réseau actuel, c'est chose impossible. En fait, on se rend compte que le gros frein, si on doit le résumer, c'est que cette continuité des soins est impossible et donc on se retrouve dans un cercle vicieux où on n'est que dans de l'urgence et qu'on n'arrive pas à en sortir. Une autre difficulté qu'on a aussi mise en avant, c'est au niveau du fonctionnement plutôt des associations vraiment destinées au niveau du public sans abri. Donc, il y a beaucoup de structures qui existent, notamment des structures qui permettent l'accès à l'hygiène et aux soins de santé.
Mais ces structures, pour des raisons de cadre, elles doivent justement définir des horaires, un cadre au niveau de l'intégration des structures. Et donc ça, c'est un peu incompatible avec notre public parce que du coup, il faut pouvoir se réveiller à temps pour avoir accès à la structure en temps et en heure. Il faut pouvoir être en état d'avoir accès à cette structure. Et donc, au final, souvent, les structures sont ouvertes, par exemple, le matin. Si on se réveille à 13 h, on a loupé l'occasion de prendre sa douche et de voir l'infirmière. Pour prendre un rendez-vous, il faut un téléphone, il faut un accès à Internet. Donc ça, c'est aussi chose impossible. Et donc, on se rend compte que c'est plein de petits actes de la vie quotidienne qu'une personne lambda a l'habitude de faire. On va chez le médecin, on prend son téléphone, on prend un rendez-vous, on s'y rend à l'heure parce qu'on a mis un réveil, par exemple, pour se réveiller. Pour le public sans-abri, en tout cas un public qui vit à la rue, c'est chose impossible, voire très compliquée. Et du coup, là, on en vient justement à cette vie en rue dans laquelle nos obligations, c'est simplement survivre. Je dis simplement, mais c'est plus que ça. C'est vraiment la survie qui est en jeu. Et donc, du coup, on essaie de répondre à nos besoins primaires dans un premier temps. Et donc, la santé, elle passe complètement à la trappe puisque ce n'est pas un besoin primaire selon eux. Et du coup, je voulais en venir à cette désorientation spatio-temporelle qui arrivait très rapidement quand on vivait à la rue, puisqu'on n'a plus de notion de jour et de nuit. On n'arrive plus à savoir où on est, avoir vraiment un repère spatio-temporel, ce qui rend du coup compliqué l'accès aux structures qui fonctionnent sur rendez-vous et qui sont en plus aggravées par tout ce qui est consommation. Oui, c'est clair, on ne va pas se mentir. Je crois que vous êtes au courant, ici sur Liège, le public sans-abri, il y a une grande partie de cette population qui consomme différentes drogues. Et évidemment, ça vient compliquer ce sujet médical et rendre encore plus compliqué cette continuité des soins. Et donc, on dit souvent, dans notre relation avec le bénéficiaire, on est trois, il y a le bénéficiaire, la consommation et nous. Et c'est une chose réelle, il faut faire avec et trouver des solutions créatives pour y arriver malgré cette consommation. Ouais, et du coup, ce qui est souvent renvoyé par nos bénéficiaires, c'est qu'en fait, il y a tellement de structures qui sont complètement perdues dans qui fait quoi. Et en fait, ils doivent solliciter tellement de professionnels différents en fonction de leurs besoins et leurs demandes qu'au final, il n'y a pas de suivi global, il n'y a pas une personne de référence qui peut vraiment assurer la coordination de l'entièreté du suivi. Donc ça, c'était vraiment toutes les difficultés qu'on avait mis en avant. Et donc, du coup, c'est des difficultés qu'on a identifiées quand on était en tant que stagiaire dans notre vie passée également. Du coup, on a essayé de voir en fait si ces constats étaient partagés par le réseau professionnel, ce qui était le cas. Et donc, on a réfléchi à la solution qui existait pour justement permettre aux personnes sans domicile fixe d'avoir accès aux soins de santé qui, on le rappelle, est un droit fondamental depuis des années. Et donc, on a cherché en fait à se dire, OK, voilà tous les freins qu'on a identifiés. Le réseau associatif liégeois est d'accord avec tous ces freins. Mais qu'est-ce que ça nous montre, ces freins? En fait, ça montre qu'il y a une rupture entre le public qui vit à la rue et le système de santé ici sur Liège. Et donc, comment on va pallier à cette rupture? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place au niveau de la santé? Et donc, ensemble, avec le réseau, on s'est dit une équipe mobile médicale. Donc, dans ce terme, il y a vraiment le mobile qui est très important parce que ça va nous permettre de rassembler ces deux mondes qui sont éloignés. Et donc, du coup, on sait qu'il y a énormément de décès à l'heure actuelle en rue, justement par le fait qu'il y a un fossé qui existe, comme le disait Camille, entre la rue et les structures de santé. Et donc, notre mobilité va permettre de rencontrer des personnes qui ne sollicitent pas les structures actuelles parce qu'il y a une rupture au niveau des soins, il y a la peur de la blouse blanche, il y a simplement une incapacité physique à se mobiliser ou psychologique, puisqu'on a énormément de patients qui souffrent de problèmes de santé mentale. Et donc, du coup, tout ça fait que la mobilité de notre service nous permet vraiment d'avoir accès à des personnes qui sont intouchées ou intouchables de manière générale. Tout à fait. Et donc, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on a fait déjà en 2 ans, on a fait 363 maraudes. Les maraudes, c'est quoi? C'est lorsqu'on va à la rencontre des personnes directement dans la rue avec notre sac à dos et qu'on va justement créer ce lien, apprendre à connaître la personne, apprendre à connaître son état de santé global et à voir comment est-ce qu'on pourrait l'aider et l'accompagner dans cette recherche de continuité des soins. Et ces maraudes nous permettent aussi de répondre aux signalements des professionnels et des citoyens. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous appellent en disant qu'ils sont inquiets pour telle et telle personne.
De nouveau, notre casquette mobile nous permet d'aller rapidement à la rencontre des dites personnes, d'évaluer la notion d'urgence et surtout, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble de qui est où, dans quel état de santé sont les gens et de pouvoir rapidement diagnostiquer une défaillance au niveau de l'état de santé. Et c'est l'objectif qu'on va rechercher, comme le disait Fanny, ça va être évidemment sur du long terme, on espère pouvoir réduire ce taux de morbidité et de mortalité encore beaucoup trop élevé pour à Liège en 2022, mais ça va être d'autonomiser la personne dans sa prise en charge au niveau de sa santé et pas de la rendre dépendante de nous, bien au contraire, ça va être de la rattacher à des structures comme les vôtres, je pense, qui vont pouvoir l'accompagner sur du long terme. Et donc, on va juste servir de lien entre vous et eux. Donc, comme on vous l'a dit, notre méthodologie, maintenant, après 1 an et demi d'activité, on sait qu'elle fonctionne. Donc, en 363 maraudes, on a pu rencontrer plus de 489 personnes et en aider 365 d'entre elles. Donc, c'est quand même 90% qui ont une demande d'aide médicale quand on leur propose. On a prodigué au total 1302 soins médicaux, 421 accompagnements, puisque, comme on l'expliquait, une fois que le lien est établi et qu'on a identifié les problèmes de santé, notre mission, ça va vraiment être d'assurer la coordination médicale de la personne. Donc, on va l'accompagner dans tous ses rendez-vous médicaux pour la soutenir physiquement et moralement, mais pour aussi soutenir le professionnel qui va recevoir notre bénéficiaire et amener un complément d'information qui permettra d'arrêter de perdre du temps, en fait, et d'avoir vraiment tous les éléments nécessaires à une bonne prise en charge. Et on va pouvoir aider ce bénéficiaire d'une seconde manière en étant présent dans toutes les étapes de ce parcours de soins. Donc, une personne qui va voir un médecin, il va ressortir avec des prescriptions, des examens à réaliser, une prise de sang à faire, un nouveau rendez-vous avec lui pour avoir un suivi. Nous, on va permettre que toutes ces étapes, elles se réalisent en accompagnant physiquement la personne à chacune de ces étapes, en prenant les rendez-vous. En sachant que la priorité, ce serait évidemment de lui permettre d'avoir accès à ses soins de santé, à savoir, du coup, se retrouver en ordre mutuel, retrouver un médecin traitant, pouvoir bénéficier d'un revenu qui lui permet de bénéficier des 2 autres items cités ci-dessus, avant. Le chiffre dont on n'a pas encore parlé, c'est les hospitalisations. Effectivement, il faut se rendre compte que nous, on arrive généralement dans des situations assez tard. Et donc, on est souvent dans des schémas de santé assez graves pour lesquels il faut passer d'abord par une étape d'hospitalisation, on aime bien remise à neuf pour repartir sur un bon pied. Et donc, les hospitalisations nous permettent, au niveau de la santé physique et mentale, de traiter ce qu'il faut, mais aussi au niveau social, grâce aux services sociaux des hôpitaux, de relancer les démarches administratives. Et un point important de notre travail, c'est le travail en réseau. Donc, quand on a créé l'ASBL Smile, c'était vraiment une volonté du réseau associatif de se dire, il y a plein de structures qui existent et qui apportent des aides complémentaires. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Et donc, du coup, dès qu'on a une situation, on essaye d'encadrer le bénéficiaire avec un tas de professionnels différents. Comme ça, chacun va pouvoir avancer à son rythme sur sa problématique. Donc, on va pouvoir avancer au niveau de la recherche de logement, au niveau de la remise en ordre administrative et sociale, au niveau de la santé. On va créer des réunions de concertation pour justement se dispatcher le rôle de chacun. Et en fait, on va vraiment pouvoir travailler la réinsertion de la personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne puisqu'en 1 an et demi, il y a 23 personnes qui sont sorties de la rue et qui ont retrouvé un logement durable. Et quand Fanny, tu parles de réunions de concertation, on inclut le réseau, on inclut aussi les soignants externes, les médecins traitants, etc., dans ces concertations. Parce que pour nous, ils font partie de la prise en charge et du réseau de la personne. Tu peux changer. Tout à fait. Donc, comme on le disait, notre mission principale, c'est de faciliter l'accès aux soins en jouant le rôle de passerelle entre la rue et les structures de santé. Donc, on réalise des maraudes. Du coup, ça nous permet d'avoir une vigilance accrue des personnes qui vivent à la rue. On oriente les personnes vers les structures adéquates, on les accompagne, on assure la coordination médicale et on met en place des réflexions avec les travailleurs de première et de deuxième ligne, justement pour se dire, il y a un constat qui est que les cadres des structures parfois est incompatible avec le mode de vie de notre public. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement assouplir ces cadres et faire en sorte que les 2 mondes puissent se joindre?
Et l'orientation, on y accorde beaucoup d'importance parce que c'est ça aussi que nos bénéficiaires nous renvoient. Ils sont souvent baladés d'un endroit à l'autre vu que personne ne fait ce lien et personne ne centralise le suivi médical. Et donc, d'orienter la personne directement au bon endroit, ça fait gagner du temps et aux bénéficiaires et aux professionnels qui va le recevoir. Et alors, on parlait de public complexe. Et donc, c'est vrai que qu'ils sont tellement dans une situation particulière qu'en fait, ça prend du temps de pouvoir les aider parce que chaque situation est différente. Donc, il va falloir faire une prise en charge personnalisée. On ne va pas pouvoir faire un parcours de soins classique puisqu'ils ne sont pas dans des situations qui sont dites classiques. Et alors, on va surtout devoir travailler au rythme de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant en tant que professionnel parce que parfois, nos urgences ou nos priorités ne sont pas compatibles avec les leurs. Et donc, ça va être constamment un travail d'adaptation et comme disait Camille, de créativité pour essayer que les priorités de la personne et les nôtres puissent se joindre. Se rencontrer. Ouais. Alors, on arrive dans le vif du sujet, évidemment. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de travailler ensemble vers le mieux-être du bénéficiaire et vers une continuité des soins que je pense tout soignant cherche à obtenir. Il y a plusieurs façons de travailler ensemble. La première, donc, c'est les signalements. Donc, ça, c'est vraiment une façon pour nous de rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas en maraude, qui sont par exemple dans des squats ou qui sont hébergés par des gens et qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est de nous appeler et de nous dire, voilà, je suis inquiète pour telle et telle personne ou je rencontre une difficulté pour telle et telle personne, est-ce que vous savez m'aider? Et donc là, c'est vraiment du coup un travail main dans la main qui va se créer puisqu'on va vraiment venir s'unir à vous pour compléter votre travail de différentes manières, en allant chercher la personne pour qu'elle soit à vos rendez-vous, en lui rappelant des rendez-vous, en l'accompagnant en différents examens que vous avez prescrits, en assurant la mise en place d'un semainier. Ça peut vraiment être de tas de manières différentes. La deuxième façon, c'est on n'est pas obligé de rentrer dans la situation et de rencontrer le bénéficiaire, mais par contre, on peut vous rencontrer vous. C'est-à-dire que on peut se rencontrer et parler d'une situation, vous orienter, vous donner des pistons, des choses qui ont déjà marché avec nous, ou rencontrer vos équipes pour parler peut-être de la particularité de ce public sans-abri. Je crois qu'on a une chouette expérience depuis nos 6 années de travail et expliquer un petit peu les particularités du public et les limites. Et du coup, en lien avec ça, on peut évidemment faire des réunions de concertation auxquelles on tient beaucoup parce que ça permet vraiment de se rencontrer déjà, de se mettre d'accord sur les actions de chacun et d'avancer vraiment ensemble vers le même objectif qui est de prendre soin de notre bénéficiaire. En incluant évidemment le bénéficiaire dans la concertation et dans la discussion. Et alors d'assurer des suivis parallèles puisque, comme on le répète, on est vraiment complémentaire à tout ce qui existe. C'est juste que notre casquette mobile nous permet d'avoir accès à des actions pour lesquelles les structures habituelles qui sont limitées à un cadre bien rigide ne peuvent pas avoir accès, quoi. Oui, tout à fait. Et encore une fois, on vous rabâche les oreilles avec cette continuité des soins qui, pour nous, en fait, est indispensable si on veut que les personnes qui vivent à la rue soient en bonne santé. Et je pense que même en tant que professionnel, ça permettra d'être moins fatigué parce que on arrivera au bout d'une situation et on arrêtera de répéter tout le temps les mêmes schémas et on pourra vraiment y conclure et avancer. Donc, autant pour les bénéficiaires que pour nous, professionnels, c'est des choses qui font vraiment du bien de voir que ça fonctionne. On est là pour ça. Si vous devez retenir seulement 2 phrases de ce webinaire, voici la première. C'est vraiment intégrer que le public sans abri, c'est un public spécifique. Et donc, qui dit public spécifique, dit prise en charge spécifique. Et malheureusement, le système de santé actuel n'est pas compatible avec une vie à la rue. Mais nous, on a espoir que ça peut changer et que c'est vraiment, ça fait suite au message suivant, que c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir changer les choses en assouplissant nos cadres et en faisant vraiment de l'adaptation pour permettre à toutes les personnes qui vivent à la rue d'avoir accès aux soins médicaux dont ils ont besoin. Et donc, si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler et on sera là pour y répondre avec grand plaisir.